Cet épisode est une plongée au cœur des difficultés rencontrées par les parents, quand la distance s'installe et que soudain les choses se compliquent avec l'adolescent, dans le rapport au corps, au bien-être, à l'école et bien d'autres sujets d'inquiétude encore. Bienvenue dans Parents d'adolescents, paroles et fragments, un podcast de Sophie Contaxis. Entre guillemets, pendant cette période, c'est pas vraiment, donc c'est même pas du tout les conflits ou les tensions. Ça tourne vraiment plus autour de apprivoiser cette plus grande distance en fait qui s'installe entre mon enfant et moi. À l'époque où Simon a arrêté de jouer quotidiennement avec son frère en soirée, au moment qui a vraiment marqué pour moi la sortie de l'enfance de Simon, j'ai vraiment contacté en moi un profond sentiment du temps qui passe, la fin d'une forme d'insouciance, de légèreté, d'innocence, fin d'une relation au présent, le fait de vivre au présent sans se préoccuper de la suite, de l'après. Cette période-là m'a beaucoup émue. J'avais vraiment la conscience aiguë qu'une page de notre histoire de famille était en train de se tourner. Part très vite de table. Alors que parfois, je les sollicite, je leur dis, ce serait bien qu'on discute un petit peu de ce que tu as fait, de ce que tu... Voilà, et je n'arrive pas. Moi, la déception, elle est là chez moi. C'est que j'arrive pas à parler avec eux de plein de choses, de ce qu'ils ressentent, de comment il est avec ses copains. Les copines, c'est un sujet que je peux même pas aborder. C'est tabou. Donc, en fait, je sais rien. C'est ça un peu le truc le plus triste, finalement. Le fait qu'il se soit aussi éloigné de moi, c'est-à-dire que j'ai toujours été un père qui essayait d'être, je sais pas comment on pourrait dire ça, bienveillant, à l'écoute, etc. Et pendant cette période, j'existais plus. Ça aurait été une colocation, c'était pareil. Ça, je l'ai pas bien vécu parce que je veux pas faire le ménage pour des colocataires. Si c'est ma famille, si y a un lien affectif fort, etc., tu fais tout pour ta famille. Là, il n'y avait plus trop de liens. Mais en même temps, c'est normal. Enfin, ils sont dans une phase de transition. Et une façon de prendre place parmi les adultes, c'est aussi de rejeter déjà un peu toutes leurs valeurs d'enfant. Et pour essayer il faut qu'ils remettent tout ça en question pour devenir adultes responsables. Donc c'est normal qu'ils s'éloignent de leurs parents. Mais en même temps, moi, j'aurais bien aimé pouvoir les aider, les accompagner, parce que j'ai quand même une certaine expérience. Hein. Moi, je me souviens de mon adolescence. Je ne l'idéalise pas. J'aurais pu leur en parler, mais non. Il faut qu'ils fassent leurs propres expériences. Je peux leur dire non, ça, voilà ce qui va se passer. Il faut qu'ils l'expérimentent par eux-mêmes. Donc ça a été difficile. En gros, je me demandais pourquoi j'existais encore, à quoi je servais. J'ai remarqué que quand je rentre le soir, j'explique un peu que je partage un fait divers qui s'est passé au boulot. Si je m'interromps à la moitié de ma phrase, personne qui va me relancer. Donc en fait, ils n'écoutent pas. Je partage plus grand-chose. En ce moment, quand je propose un film, c'est non. Toutes les deux, elles passent tout leur temps dans leur chambre sur un jeu vidéo qui les rend complètement addicts. Ces derniers mois, j'ai pas réussi à ce qu'on partage, ne serait-ce qu'une soirée, un film. Quand j'ai dit il fait beau, venez, on va se promener un petit peu, il y a un bois à côté. Non. Il pleut, tiens, si on allait au cinéma, non. Tout ce que je propose de faire ensemble, c'est non. Ça a été douloureux avec Damien parce que j'étais très proche au quotidien.
Et un peu du jour au lendemain, il faisait plus d'activités avec nous et avec moi. Quand il est en famille, il va pas se préoccuper tellement de nous. Quand il va devoir partir plus tôt du repas, il va pas nous prévenir ou il va nous prévenir au dernier moment. Quand petit déjeune, il va ranger, je sais pas, je te dis n'importe quoi, le 4/4, mais il sera vide. Donc il va ranger l'emballage. Il va laisser en tas les choses, il va laisser ouvert les portières d'armoire. Donc ça, c'est un premier point. Il va être souvent avec ses amis, mais en permanence. Et ça, c'était fait du jour au lendemain. Donc ça, c'était compliqué pour moi à gérer. Il n'y a plus de projet avec la famille. Pourquoi pas ? Si c'est centré sur ses amis, pourquoi pas ? Avec le temps, je l'ai compris, je l'ai admis, et c'est une évolution normale psychologique. Mais pour autant, quand il est avec nous et qu'il ne peut pas être avec ses amis parce que c'est du quotidien lycéen, il est très individualiste. Donc en fait, ce qui est plus dur avec lui, c'est peut-être que ce soit plus mon bébé. Parce que en fait, moi j'aimerais bien que ce soit mon bébé, mais c'est plus mon bébé. Puis c'est même pas qu'il a 18 ans. Il a 18 ans. C'est pas que c'est un adulte, parce qu'il n'est pas autonome. Donc, il n'est pas adulte. Il a grandi trop vite. Elle nous dénigre beaucoup, vraiment. Ouais, vraiment. L'amour, il est moins vertical. Avant, c'était vraiment vertical avec les parents, les enfants, tout ça. Puis là, c'est horizontal, qu'avec ses pairs, qu'avec les gens qui ont son âge. Puis il y a leur avis qui est important, peut-être trop important même. Puis nous, on est des vieux débiles. On n'a rien compris à rien, on s'énerve pour rien. À mon avis, elle n'a pas tout à fait tort. En vrai, en vieillissant... Peut-être qu'on perd le sens des choses importantes. Ou pas. Je sais pas. On ne devrait pas s'énerver pour rien. Et du coup, les conflits, c'est comme quand elle me dit, voilà, ouais, c'est ça. Dès que j'essaie de l'aider, parce qu'en fait, j'essaye quand même de lui dire parfois, c'est pas un jugement, mais des fois, j'essaie de lui dire, peut-être tu peux aller dans cette direction, est-ce que ça t'aiderait, est-ce que ça serait bien pour des exposés, tout ça. Elle me dit, ouais, c'est ça. Je trouve que c'est hyper violent. Et moi, ça monte tout de suite. Je fais beaucoup d'hypertension là, tout de suite. Parce qu'on se dit, on peut ne pas être d'accord, mais qu'elle me prenne vraiment pour une débile, ou que tout ce que je dis, vraiment, ça ne valait rien. C'est blessant. Alors après, en plus, peut-être c'est ça. C'est peut-être parce qu'elle a raison que ça me blesse, et que je me dis, oui, en fait, peut-être j'aurais pas dû dire les choses de cette manière. Il y a plein de choses que je vis mal. Non, il y a ce fait, voilà, c'est vrai que c'est pas facile d'être renvoyé en étant un peu caricaturé parfois, mais il y a des choses vraies, à tous ses travers, à tout ce qu'on fait pas bien, à tout ce qu'on a mal fait. C'est pas facile de voir son enfant ne plus spécialement vous parler ou être désagréable, ou ce que j'ai mal, oui. Parler pour obtenir des choses, sans tenir compte forcément toujours des autres. Et après aussi parfois voir son enfant en souffrance et ne pas pouvoir toujours l'aider. Enfin, ça c'est aussi des choses compliquées. Et après au quotidien, la répétition des moments pénibles, de ne pas être entendu, des réveils difficiles, de la mauvaise humeur, l'ado qui décide de l'humeur ou de l'ambiance de la famille à la maison, et ça c'est quand même fatigant, du coup les disputes. Ce que je trouve compliqué avec Ferdinand en ce moment, c'est qu'il se cherche, et en fait en se cherchant, je pense qu'il n'est pas forcément bienveillant avec lui-même, et du coup il n'est pas gentil avec les autres. Mais je me fais pas mal rejeter, quoi. Je me fais pas mal rejeter, et il a une capacité, Ferdinand, à aller appuyer là où ça fait mal, avec son petit frère, avec sa sœur, à aller te titiller, tiens, je vais te mettre le doigt dans la plaie. Et là, t'as envie de dire, mais pourquoi ? T'as l'impression qu'il y a un petit côté un peu conscient là-dedans, tu vois, d'aller t'envoyer un petit pic sous le forme d'humour, mais qui n'est pas de l'humour, ou laisse-moi, renvoie pas une image très positive de moi-même. C'est-à-dire qu'on était dans un truc où t'étais la maman, et là, t'as 42 ans, t'es pas très contente de vieillir, de grossir un peu, c'est pas agréable du tout que ton enfant il soit là à te rejeter, voire parfois, ton t-shirt, vas-y, baisse ton t-shirt, on voit un peu ton bidou, quoi. T'entendre ça de ton enfant, je trouve que c'est un peu, c'est blessant, et j'arrive pas à savoir si c'est... En fait, lui, il se pose beaucoup des questions sur lui-même vis-à-vis des autres. Et comme tu es une petite partie de lui-même, et moi, une ou deux fois, je lui dis, mais si tu as honte de moi, c'est ton problème, quoi. Et ce qui est, en fait, moyennement vrai, pour être honnête, c'est aussi mon problème. Mais voilà. Ça peut me rendre triste parfois. À la fois, je le comprends. Moi, j'ai pas envie d'être dans l'intimité toujours de ma fille. J'ai pas jamais eu envie d'être une mère copine.
ça m'intéresse pas. Enfin, je visualise pas ça comme quelque chose de très sain, etc. Mais parfois, quand elle me dit, qu'elle me fait comprendre qu'elle ne veut vraiment plus rien nous dire d'elle, même si elle dit quand même des choses, mais faut l'accepter. Et je le comprends. Quand je réfléchis, je me dis que c'est normal et que c'est bien, et que l'important c'est d'avoir ses copines, des gens à qui parler. Mais parfois, c'est difficile par rapport à quand elle avait 12 ans et qu'elle redescendait pour discuter pendant des heures. C'était quand même agréable aussi. Et en même temps, je trouve ça important aussi, cette coupure. Pour moi, ce qui est très très difficile, la perte du contact physique, qui peut me rendre parfois très triste. Et ça m'a rendu très triste au début. On crée un nouveau rapport, et qui peut être très beau aussi. Mais en tout cas, au début, ce qui, moi, m'a rendu très triste, c'est tout d'un coup ce refus du bisou, du soir ou du contact physique. Il faut que ce soit elle qui vienne. Et elle le fait de temps en temps, mais je la trouve plus câline avec son père, même si c'est plus sur le mode du jeu. Et moi, de temps en temps, j'ai encore le droit à un câlin, à un bonne nuit, mais c'est devenu quand même rare, comme si c'était quelque chose... À un moment donné, j'ai eu l'impression que c'était quelque chose qui... Voilà, il faut que je devienne grande, donc je décide de tout ce que je mets à distance pour être grande. Ça, au début, ça m'a demandé beaucoup d'efforts pour l'intégrer. Elle ne supporte pas qu'on la touche pour lui dire, écoute, ma chérie, je te prends l'épaule, je te touche l'épaule pour te calmer. Et elle va se dégager très fortement. L'adolescence a marqué un défaut de contact corporel très fort, qui a toujours été un peu là dans l'enfance, mais qui s'est exacerbé avec l'âge. J'ai l'impression que c'est bien fait parce que finalement, ça met une distance entre nous. Tu vois, le fait qu'elle ait plus besoin de nous, quasiment. En fait, elle a besoin de nous pour payer des trucs, hein, en gros, c'est ça. Hein. Si elle veut qu'on se balade ensemble, c'est parce qu'elle va nous demander de payer des trucs. Voilà, on le sait. Hein. C'est comme ça. Donc on est une carte bleue sur pattes. Et c'est ça qui change. Avant, elle était très câline. Elle avait envie d'être avec moi juste pour être avec moi, pour se lever dans mes bras juste pour regarder un film ensemble. Maintenant, parfois, alors, elle est câline encore. J'ai de la chance. Hein. Le soir, elle aime bien un petit câlin, que je lui fasse un petit guili-guili dans le dos, que je lui masse le crâne. C'est moi qui lui lave toujours les cheveux. Tu vois, elle m'appelle dans le bain alors que je suis la seule à avoir le droit de rentrer en salle de bain. Parce que son corps change et ça l'effraie aussi pas mal. Le plus violent, c'est le changement corporel. Bah, ça paraît hors du commun. Bah, c'est quelque chose qui c'est tellement ahurissant. Hein, et ça, je sais pas si on peut prévenir de ça. Les gens, on peut pas se rendre compte tant qu'on vit pas le truc au niveau corporel. Donc, je suis pas sûr qu'il y ait grand chose à faire. J'essaye de parler d'en toucher deux mots avec mon fils, et puis il faut pas du tout être lourd. Mais comme mes parents, moi, ne m'ont pas prévenu, je me suis toujours dit ça, qu'il fallait pas que je sois en mode abandon de poste par rapport à ce sujet-là, qui est en fait le gros sujet de l'adolescence. Donc je parle des filles avec lui, et puis de la sexualité, voilà, du fait du risque de mettre enceinte les femmes. Que la sexualité, c'est un enjeu pas seulement de plaisir, mais soit un enjeu qui peut être dangereux. Et qu'au final, les femmes disposent de leur corps et les hommes ne disposent pas de ce qu'ils ont fait du corps de la femme. Donc finalement, c'est pour les hommes que c'est plus dangereux encore que pour les femmes au niveau de la responsabilité de ce qui peut arriver à autrui, quoi. Je lui dis attention, c'est pas qu'un terrain de jeu, quoi. Parce que pour moi, c'est l'enjeu majeur, ouais, c'est la sexualité, quoi. Une autre chose qui m'a interrogée, j'ai appris il y a pas longtemps, elle m'a dit il y a pas longtemps que entre ses 10-12 ans, qu'elle se faisait emmerder dans la rue par des hommes bien plus âgés qui, sous couvert de compliments, l'agressait verbalement, en fait. Et elle ne m'en a pas parlé à l'époque. Et ça m'a vraiment interrogée et déstabilisée. Parce que comme tout le monde, j'ai envie de dire toutes les femmes, presque, à son âge, enfin cet âge-là, et même plus jeune, j'ai été agressée verbalement et sexuellement. Et je ne lui en ai jamais parlé, mais je n'ai pas aussi pensé qu'à cet âge-là, il eût été bon, de lui demander, tiens, au fait, ma chérie, est-ce qu'on t'embête dans la rue ? Comment ça se passe ? Je n'y ai pas du tout pensé. M'imaginant que, bien sûr, elle m'en parlerait, puisqu'on se parle beaucoup. Et non. Elle m'a dit qu'elle avait eu honte de n'avoir pas la répartie. Voilà, c'était un sentiment de honte. Je n'aurais pas eu envie d'alourdir ses valises en lui ouvrant les miennes ou en disant, tiens, voilà, boum. Mais en tout cas, manifestement, sans forcément parler de choses intimes qui me regardaient, dire les choses explicitement,
sans supposer qu'elle était au courant parce qu'on en parle, eh bien, ça ne m'est pas venu à l'esprit. Quand ils étaient petits, tous les deux, j'étais très réticente, même très lassée de beaucoup de craintes que les parents exprimaient, même à la maternelle, même à la crèche, sur les débuts des années 2000, on parlait beaucoup de pédophilie, pas au sein des familles, non, c'était les autres, des gens à l'extérieur, des méchants qui allaient proposer des bonbons et les emmener dans... Alors, on sait que c'est pas la majorité des cas, c'est pas comme ça que ça se passe, mais et je trouvais ça absolument aberrant de faire peur si jeune. J'aimais que jeune, il se débrouille physiquement dans un espace plus élargi que celui de la maison. Et j'ai loupé quelque chose pour que cette honte l'envahisse au point de ne pas en parler à moi et que je n'ai pas, voilà, j'ai pas à penser. Je trouve que j'ai fait un peu la maline là en disant oui, bon, tout va bien. Ce avec quoi j'ai le plus de mal avec ma fille, c'est vraiment tout ce qui est lié à la féminité, où je pense qu'elle se plante complètement elle confond féminisme et féminité. Et je pense que ma fille passe beaucoup trop de temps à réfléchir à l'image qu'elle renvoie et que finalement réfléchir, faire d'autres choses, quoi. Il y a plein d'autres choses, je pense, qui sont intéressantes que se préoccuper du dernier maquillage, ou du prochain crop top. Donc je pense que ça c'est en tout cas, après ça a peut-être changé, hein, mais depuis 1 an, 2 ans, c'est vraiment ça qui pose le plus, je dirais, de sujets, même si au bout du compte, je suis assez étonné que finalement, ça me pose pas plus de problèmes que ça, parce que finalement, elle finit par faire bien ce qu'elle a envie de faire. Mais je pense parce qu'on peut pas non plus... je pense que s'opposer complètement, c'est juste contre-productif. Puis après, même si elle change pas finalement et qu'elle continue bien de faire ce qu'elle a envie de faire, on peut quand même en parler. Après, elle va quand même écouter ce qu'on a à lui dire. Elle va pas faire ce qu'on lui dit, mais elle va quand même... Ce qui est bien, c'est qu'on peut quand même en parler. Alors moi, ce qui peut me poser problème dans une tenue, c'est que ce soit inapproprié par rapport au lieu dans lequel on va. Le collège, c'est pas la plage, etc. En même temps, ma fille a des arguments parfois très pertinents en face, et je crois que j'ai beaucoup évolué et que je suis très souple quand même sur la tenue vestimentaire. Donc au final, quand ça me fait réagir, c'est que je trouve que vraiment ça le fait pas. Après, oui, ça c'est un vrai débat. La possibilité aussi de se faire emmerder, de refléter, de pas être consciente aussi du pouvoir, enfin voilà, de ce que ça peut créer aussi, de pas encore avoir les armes, pour soi. Et puis après le questionnement de pourquoi vouloir absolument être aussi dénudée, en quoi est-ce que c'est féministe ou au contraire en quoi est-ce que ça répond complètement à une vision, à un désir masculin ou au désir de plaire. C'est des vrais questionnements. Après, c'est des débats qu'on peut avoir et qui font avancer les choses de chaque côté. Moi, je crois que j'ai beaucoup progressé. Je relis maintenant, à la lumière de ce qu'elle m'a dit, cette affirmation déterminée qu'elle a eue, qu'elle a encore, de dire je suis comme je veux, je mets un soutien-gorge quand je veux, elle a rien à redire si des filles, des femmes ne s'épilent pas, elle le fait si elle a envie, si elle veut pas, voilà. Et après il y avait toute cette discussion autour de quel est justement l'espace de négociation entre des attentes sociales, des risques, et puis la volonté de s'inventer soi-même à partir de ce qu'on est. Il y a quand même un espace de négociation et ça, j'ai quand même insisté souvent là-dessus. On peut pas faire comme si il n'y avait pas d'histoire, il n'y avait pas de société. Et puis il y a des situations différentes. Et le train sans soutien-gorge ou avec la chemise qui baille, il y a des lieux non. Qu'est-ce que c'est que le féminisme aussi ? Ça, c'est un vrai sujet de conversation. Là, c'est pareil, on n'en finit pas, ça finit toujours un peu tendu. Le truc, c'est que forcément, nous, on essaie, on a beau débattre avec notre fille, c'est pas, on peut pas la convaincre, en tout cas, sur le fait que être féministe, ce n'est pas utiliser le pouvoir de la sexualité pour manipuler les hommes. C'est pas ça le féminisme. Les femmes peuvent prendre le pouvoir autrement que par l'utilisation de leurs atouts, de leur sexualité, en fait. Comme moi, je ne supporte pas de grossir, j'aurais du mal à voir ma fille grossir. Et je surveille l'alimentation de près.
J'interdis des choses, je peux même, ça m'est déjà arrivé de couper dans l'élan, ce qui est très très dur pour un enfant, surtout quand t'es en soirée ou qu'ils sont avec des amis et qu'en fait ils me regardent avant de manger, mes enfants. Et donc en fait j'essaye de pas trop regarder, mais j'ai toujours un œil qui traîne malgré tout parce que ça c'est tellement ancré, ce que moi je m'impose de ne pas manger, c'est vrai que j'aurais tendance à le faire avec mes enfants. Et accepter, par exemple, que ma fille soit plus grosse que moi, ou elle est plus grande que moi. Hein. Les jours où elle m'a dit qu'elle pesait plus lourd que moi, ça a été compliqué. Et je me suis dit qu'elle était grosse. Alors que ma fille est absolument pas grosse. Mais pour moi, c'est manger des chips, des machins, un truc, ce qui est mauvais pour la santé. Ouais, j'aime pas, je suis pas fan. Mais en même temps, j'en mange aussi de temps en temps. Hein. Je veux dire, voilà, il faut savoir manger de tout et faire. Puisqu'on a une alimentation très saine, je me dis, voilà. Après, ouais, c'est l'image du corps, mais en même temps, il y a des femmes très rondes que je trouve très belles, tu vois. Et que même le fait d'être maigre, des fois, c'est même pas joli. C'est même plus difficile. Moi, quand je vois des fois sur le site des vêtements, je me dis, en fait, il faudrait des formes pour que ça m'aille. Et en même temps, j'y arrive pas. Je me suis dit, elle est plus loin que moi. Il faut que j'accepte que, voilà, si elle veut pas être mince, eh ben, elle a le droit de pas vouloir être mince. Juste d'être bien dans son corps. Ça, voilà. Mais ça, je sais que c'est moi avec mon problème. Et là, pour le coup, j'en ai souvent parlé avec mes enfants parce que souvent, après, ça me fait culpabiliser. Parce que je sens leur regard, je sens leur mal-être. Hein. Ils ne se sentent pas libres. Et ils sont rentrés dans un truc où, avant de prendre une chips, ils vont me regarder, quoi. Savoir s'ils ont l'aval de leur mère. C'est violent. Très violent. Leur père m'a souvent fait des réflexions là-dessus. Et heureusement qu'il est là pour me remettre, moi aussi, d'équerre pour arrêter de leur imposer ça, en fait. J'ai remarqué, il y a pas longtemps, ça m'est venu d'un coup, c'est qu'en fait, ma mère se pèse tous les jours. Et à chaque fois que tu la vois, elle te parle de son poids et du fait qu'elle a pris 100 grammes, 200 grammes, qu'elle est contente d'avoir perdu ses 300 grammes. En fait, je suis en train de me dire, j'ai entendu ça toute ma vie. Et que donc, ça sort pas de nulle part. Mais ce qui me rassure, c'est que ma fille, l'autre jour, elle m'a dit, tu sais, moi, maman, on parlait du regard des autres et d'être bien dans sa peau, pas bien dans sa peau, tout ça. Et elle m'a dit, moi, j'en ai rien à faire d'être grosse, pas grosse. Elle me dit, moi, je suis bien dans mon corps. Voilà, elle me dit, si je devais prendre des kilos, ça me dérangerait pas, je suis bien. Et je me suis dit, je suis très contente qu'elle me dise ça, parce que c'était une belle leçon pour moi de tu vas fermer ta bouche et tu vas la laisser vivre son truc parce qu'elle est bien. Et tant mieux si elle se sent bien dans son corps, ça évitera d'être comme moi. C'est drôle parce que je suis en train de me dire que ma fille est une personne géniale et que je connais pas bien. Et que là, on est en train de passer un cap et que il faut qu'on reste dans ce truc-là, tu vois, qu'elle ose faire tous les trucs. Je veux me teindre les cheveux, vas-y, teins-toi les cheveux. Je me coupe les cheveux toute seule parce que je regardais sur Instagram. Bah vas-y, coupe tes cheveux toute seule parce que t'as regardé sur Instagram. En fait, t'es très drôle. Et l'autre fois, elle m'a demandé comment je l'apercevais. Et en fait, elle est d'une douceur et d'une... Elle me touche. C'est une forme d'inquiétude, parce que j'ai une de mes filles qui a quand même un comportement autodestructeur et auto-mutilant. Donc il y a de l'inquiétude. C'est aussi être impuissante, se sentir impuissante face à une ado qui va pas bien, pas savoir comment faire. Elle s'est quand même bien mutilée il y a quelques années. Elle a des cicatrices partout, aux bras, aux jambes. Elle s'est scarifiée. En seconde, elle tenait des propos inquiétants, en disant qu'elle avait envie de se jeter dans le canal en plein hiver. Elle a eu des phrases, mais pas directement à moi, à des gens qui s'en sont inquiétés et qui me les ont du coup rapportées. Si ça fait mal, c'est mon problème en fait, mais je veux savoir. Là, tu vois, par exemple, quand elle est revenue à Noël, elle était à Valenciennes pour sa prépa, elle est revenue à Noël, elle me dit, bon, maman, il faut que je te dise un truc, je sais que ça va t'énerver, mais il faut quand même que je te le dise, je fume. Alors là, c'était la cata, je suis tombée. Je dis non, t'as tes deux parents qui fument, qui n'arrivent pas à arrêter de fumer, qui vont se crever d'un cancer, donc tu fais pas ça en fait. Donc écoute, c'est bien que tu me l'aies dit, ok, mais par contre tu fumes pas devant moi, c'est juste le truc que je te demande quoi. Tu te démerdes. Donc elle va faire un tour, elle va fumer sa clope ailleurs.
Je dis, moi, ma mère, quand je lui ai dit à 17 ans que je fumais, elle a dit génial, et puis elle a commencé à me servir l'apéro et à fumer des clopes avec moi. Bon, bah, je suis désolée, je pense sincèrement qu'elle fait partie de mon entrée dans cette addiction, tu vois. Et moi, je veux pas jouer ce rôle avec ma fille. Donc, je lui dis non, tu fumes pas devant moi. Il y a quand même eu des périodes, alors justement pas conflictuelles, mais très difficiles pour moi. Il n'y a pas eu de conflit ouvert. Mais concernant Adrien, j'étais plus dans la position où je pouvais lui dire non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Très jeune, à 13 ans, il a commencé, j'ai appris que par la bande qu'il fumait. Des cigarettes, je le soupçonnais un petit peu, mais j'en étais pas sûre, et du shit. Et pas qu'un peu, ça m'a dévastée. Je me suis occupée très tôt, immédiatement, de contacter une association, l'association Sharon, qui s'occupe des addictions chez les jeunes aussi, pour qu'on y aille ensemble, pour avoir le cœur net aussi, moi, pour savoir de quoi je devais avoir peur et où est-ce que je devais agir et comment je devais agir. Cette évidence, cette confiance absolue en tout, eh bien, elle n'était plus là. Voilà, ma confiance envers lui vacillait. Et il m'est arrivé de lui dire, eh bien là, je n'ai pas confiance en toi. Et pour la regagner, il va falloir que tu t'accroches. Il y a beaucoup de choses qu'il ne disait pas, qu'il contournait. Et ce qui m'a désarçonnée, c'est qu'en fait, ce qu'il disait, c'était que oui, il fumait. Mais c'était un peu, oui, enfin bon, comme tout le monde, ouais, ça va. Et cette attitude faisait que j'aurais bien aimé qu'il y ait un conflit ouvert. Mais en fait, mes coups portaient un peu dans de la ouate. Et ça, je me souviens maintenant que ça m'a absolument effrayée de perdre la main. J'avais absolument pas peur qu'il sombre dans le shit, mais d'une part, c'était jeune et j'avais peur que ça monte au cerveau. Je savais que le métabolisme n'est pas le même et que ça monte vite au cerveau, que ça l'endorme, que ça réduise sa capacité d'attention, comme par ailleurs, il ne faisait pas ses devoirs normalement. Enfin, il travaillait plus comme en primaire où tout allait très bien sans que j'ai besoin d'y veiller. Ça a fait un maelstrom d'inquiétude autour surtout de la cigarette, parce que j'ai appris que c'est ça qui fait, voilà, l'addiction, elle est là. Le shit, parce que il suffit d'une fois pour que ça soit une mauvaise substance. J'avais peur que même si c'était de temps en temps, ça l'affaiblisse intellectuellement. Et puis moi, qui n'avais pas la démarche de faire les devoirs. Et je ne l'ai jamais eu, j'ai pas réussi. Je le faisais de temps en temps, mais il s'endormait d'ennui. Et c'était extrêmement frustrant. J'étais très énervée que ça ne l'intéresse pas. Et donc, ça me stressait énormément. Je pense que les moments les plus durs sont toujours liés au fait qu'on se rend compte qu'on ne peut plus contrôler l'autre autant. On ne peut jamais contrôler même un enfant, mais à l'adolescence, il y a zéro contrôle, quoi. S'ils veulent faire ce qu'ils veulent, ils le feront. En plus, on n'est pas les seuls à les élever. Il y a aussi les copains, et souvent, parfois, les copains ne sont pas toujours une très bonne influence. Les conflits, c'était quand ils faisaient le mur, quand ils sautaient par la fenêtre, quand ils sortaient la nuit. Le tabac aussi, quand il s'est mis à fumer et que j'avais découvert sur l'ordinateur, il avait laissé allumer l'ordi et il y avait un message comme quoi il allait acheter du tabac et qu'il verrait son copain plus tard et tout. Et j'avais pris en photo le truc et le soir, je lui dis je veux te parler. Et avec un aplomb incroyable, il a complètement nié. Mais sincèrement, j'aurais pu le croire. Il avait un don pour le mensonge, pour la manipulation aussi, incroyable. La bouger. Bon, après, moi, je l'ai laissé buller. Le passage à l'action était compliqué. Tu vois, genre, il y a des devoirs à rendre parce que elle est quand même dans un lycée général et elle est en lettres et elle lit pas un bouquin. Donc, passage à l'action, tu vois. Elle suit le mouvement, en fait, Zo. Alors qu'avant, elle impulsait. Là, elle suit encore, mais il y a un peu plus d'énergie. Elle peut dire oui, elle peut dire non, elle peut proposer des trucs. Ça commence à sortir. Moi, je me dis juste, Zo, elle a pas quitté la scolarité. Tout le monde m'a critiqué parce qu'effectivement, elle file pas un coup de main. Effectivement, elle est dans sa bulle. Et puis bon, après, moi, j'ai vu ce qu'elle est capable de faire avec un objectif. Je me suis dit, bon, écoute, qu'est-ce que tu veux, elle est artiste. Peut-être que ça enjoint l'intolérance, en fait. À la tolérance. Si elle bulle, peut-être que ça lui nourrit la tête. Et puis, elle est pas idiote. Quand tu parles avec elle, son cerveau, il fonctionne très, très bien.
Là, elle commence à être agacée par la bêtise environnante, donc c'est très rigolo. Moi, j'avais honte de pas réussir à être comme d'autres parents qui, voilà, on est autour de la table et puis on ouvre les livres. Et ce qui me tenait à cœur et me tient toujours à cœur, mais à fortiori dans ces années-là, c'était que peu importait ce qu'ils faisaient plus tard, s'ils faisaient des études ou non, il au pluriel, enfin ma fille et mon fils, mais j'avais envie qu'ils aient une assise méthodologique, intellectuelle, de culture générale, digne à sortir du bac. Et je me disais, mon Dieu, je vais louper ces années. J'étais vraiment dans une honte de pas asseoir cela, de pas avoir l'autorité. Adrien, il a toujours continué à faire plein de choses. C'est-à-dire, il bricolait, il fabriquait des meubles, il faisait de la musique. Il était toujours, et c'est ce que j'ai toujours aimé chez lui, d'une énergie de vie, de création, d'aller vers les autres. Il se faisait des copains. Et donc, oui, il sortait trop tard à mon goût, mais il était plein de vie. Et c'est ça qui me rassurait beaucoup. Et puis, nous, à la maison, on parlait d'histoire, de politique, où Anna, elle était versée dans les arts. À un moment, c'était la langue des signes. Enfin, on parlait de différentes choses. Et que je parle d'un livre ou d'un film qu'il avait plaisir d'ailleurs à analyser. Il parlait des plans, il y avait quand même une curiosité que les enseignants remarquaient. D'ailleurs, ils me disaient, mais quand même, il est très fin, il est cultivé, enfin, il a un baobab dans la main, c'est dommage. Mais au bout d'un moment, j'en avais ras-le-bol. D'ailleurs, je disais, on s'en fout du potentiel. À un moment donné, si le potentiel, tu le travailles pas, tu sais que tu le perds, il faut le structurer. Mais sorti de l'école, il y avait toute cette énergie et tout cet amour aussi. Entre nous, il est très affectueux, très gentil. Et aussi avec les autres, il a le cœur sur la main. Il y avait tout un domaine qui maintenait le lien. Moi, j'avais vécu de ma mère qui me fait travailler et de trouver ça insupportable, parce que de sentir une espèce de poids, d'angoisse horrible, et à chaque faux pas, c'est dramatique en fait de faire une faute d'orthographe, etc. Donc j'avais fui ça. Je bossais, mais aussi pour qu'on me foute la paix, quoi. Et je m'étais dit, je veux pas faire travailler mes enfants, parce que c'est juste horrible, en fait, c'est juste pas drôle. Donc j'ai commencé par vraiment lui foutre la paix, puis par me rendre compte que, ah oui, mais merde, peut-être, en fait, ça pourrait l'aider quand même que je bosse sur telle ou telle chose. Donc j'ai essayé pendant longtemps, avec des hauts et des bas. Je veux dire, avec des moments, c'était sympa, mais c'était toujours un peu sur le fil, quoi. Et il va pas pour autant être plus méthodique ou quoi. Bon, des années comme ça, à un moment, je me suis dit, écoute, tu vas faire ta vie, mon gars. Manifestement, t'as des armes, tu feras comme tu feras. Hein, enfin, il a envie quand même de prouver qu'il est malin et qu'il y arrive, mais ça me fait quoi ? Oui, a priori, ça me fait chier, mais je te dis, c'est tellement typique de lui depuis longtemps, quoi. Pour moi, c'est un truc qu'il avait en primaire, quoi, d'être genre, je suis malin, je vais te montrer que je suis malin, je comprends très bien, et je vais me donner du mal juste pour comprendre ce que tu me racontes et saisir. Mais ensuite, tu crois que je vais te faire plaisir à rendre un truc nickel, non mais dans tes rêves, quoi. Contrairement à ce qu'ils pensent, rédiger un devoir clairement, ou rédiger un devoir proprement, ou expliciter un raisonnement, etc., c'est pas du temps perdu. C'est pas juste pour les autres, en fait. C'est que d'un point de vue intellectuel, c'est une formation, et sans parler de socialement, en fait, que t'es jugé là-dessus aussi. Donc c'est bête, en fait. Parce que c'est pas un coût très grand, et les bénéfices, ils sont très importants, à la fois pour toi, pour ton développement intellectuel, et puis socialement, évidemment. Parce que là, il pourrait être un élève brillant, il ne l'est pas, bon, on s'en fout, c'est vrai, hein, mais sauf que dans un univers ultra concurrentiel comme est le système scolaire aujourd'hui, c'est un peu chiant. Sa scolarité a toujours été difficile, parce qu'il est à haut potentiel, il a un trouble de l'attention, avec hyperactivité, ce qui fait qu'il a des facilités pour apprendre, mais il s'ennuie énormément à l'école. Et donc, le gros risque pendant toute sa scolarité, ça a été la déscolarisation. On a toujours... on était sur le fil du funambule. Maintenant, a posteriori, ça va, on a réussi à l'éviter. Mais donc, il y a eu des moments difficiles à cause de sa scolarité. Parce que le pendant du HP, on dit « Oh, c'est formidable, ils sont intelligents, etc. » Bon, absolument pas. Ils sont chiants. Pendant, c'est aussi qu'ils ont des difficultés relationnelles, des difficultés sociales. Il y a le côté genré aussi, hein, tu vois, sur le rapport au travail, c'est hyper net. Hein, Oren, le côté apprendre par cœur, c'est pour les débiles, et puis je vais pas non plus faire un truc proc parce que je m'en fous, j'ai compris. Tu vois, je suis un esprit supérieur, j'ai compris, je comprends plus vite que toi, je vais pas prendre du temps
pour rédiger, ça c'est pour les bourrins, elle fait tout nickel, elle s'inquiète, merde, est-ce que j'ai fait mon devoir truc, est-ce que tu m'as tiré la feuille bidule pour le machin, enfin elle s'inquiète quoi. Donc c'est rassurant pour les parents parce que tu dis qu'elle est préoccupée, elle fait de son mieux, après elle peut avoir des difficultés en maths ou quoi, mais au moins elle se met dedans quoi. Adélie, c'est une fille et ça se voit vraiment dans leur différence de comportement, c'est-à-dire qu'elle, donc elle est aussi à haut potentiel, mais elle est beaucoup plus dans la maîtrise, dans le... Comment dire, il ne faut pas trop que ça se voit. Donc elle a une scolarité beaucoup plus normale, mais elle s'est ennuyée énormément et elle, beaucoup plus secrète. Chez les filles, on a un peu le côté de l'enfant parfaite, pas faire de vagues, donc elle prend beaucoup plus sur elle. Et donc, elle, ce qui l'a sauvée, ça a été l'équitation. Ce qui est très difficile, c'est le fait qu'elle aille pas au lycée parce que c'est quelque chose que j'arrive pas à accepter. Ça me chagrine profondément, en fait. Autant que ça m'inquiète. L'école fait partie de mes valeurs fondamentales, fondatrices. Je suis fille d'instituteur et j'ai grandi dans une école. Le dernier conflit, c'est sur l'école. Hein. Elle me dit que je comprends pas, qu'elle ne peut pas y aller. Mais je ne sais pas, elle n'explique pas pourquoi elle ne peut pas y aller. Et c'est pas vraiment un conflit parce que moi je suis tellement non violente, je cherche tellement la non-violence dans nos relations. Je prends sur moi et finalement, il n'y a pas de conflit, mais c'est moi qui me fais mal. J'ai super mal et par exemple, pour le bac de français, l'épreuve de bac de français, où j'ai passé 3 heures à essayer de discuter avec elle, la convaincre qu'il valait mieux qu'elle y aille plutôt qu'elle n'y aille pas. Tout simplement pour son estime d'elle-même, d'avoir essayé. Et que je lui ai bien dit, c'est pas grave. Si tu te plantes, à chaque fois qu'on se plante, on pousse. Mais en fait, c'est pas vraiment un conflit parce que j'ai peur, en fait. J'ai peur du conflit parce que j'ai peur de la violence. Et je l'évite un maximum. L'institution, là, elle m'aide en ce moment. Elle m'aide. L'institution, en ce moment, elle me dit déchargez-vous, en fait. Transférez sur nous cette charge. Vous ne vous usez pas dans ce combat pour la faire aller en cours. Déchargez-vous sur nous. J'ai de la chance d'avoir pu trouver ce soin études qui est tellement différent du lycée classique où on reçoit des lettres du rectorat disant on va vous couper vos allocs. Nous, on est un peu la voix de la raison. On lui dit attention. Mais... Et comme on ne lui interdit pas tout, quand on lui interdit une chose, là, c'est beaucoup plus facile à accepter pour lui. Mais effectivement, va se poser, et j'y pensais quelques jours, va se poser la question de, ok, et si il nous écoute pas? Ouais. Et c'est un peu ce qui commence à arriver, c'est-à-dire que il avait eu son grand oral, il a voulu sortir la veille. Avec sa mère, on était fatigués. On l'a laissé sortir, mais en lui donnant 1 heure de retour. Et il est rentré, il a dépassé l'heure très largement. Donc ça commence. C'était dans l'après-midi, c'est aussi pour ça qu'on avait laissé. C'est-à-dire qu'il avait le temps de sortir, de revenir, de se reposer et puis d'y aller. Je dis, c'est simple, on va voir. Il a 17 ans, et puis de toute façon, il en aurait 50. À 50 ans, tu fais encore des conneries. Faut pas... Oui, j'ai pas envie qu'il lui arrive de choses trop désagréables, mais en même temps, il prend en main sa vie. C'est bien aussi, prendre des décisions. On a installé l'application Zenly. Et Zenly, on sait toujours où il est. Parce qu'à un certain moment, il voulait absolument, avec son scooter, faire des livraisons, machin. Et je lui dis, si jamais quelqu'un te kidnappe, au moins il y a Zenly, je sais où t'es. Donc je peux venir te chercher tout de suite. Donc Zenly, je lui ai dit, c'est simple. Je t'interdis de sortir de la maison si Zenly n'est pas branché. Donc tu fais ce que tu veux. Je te fais confiance. Tu fais tout ce que tu veux. T'as le droit de faire tout ce que tu veux, de dormir où tu veux. Mais si t'as pas Zenly, tu bouges plus de la maison. Il a cette liberté, mais moi j'ai cette... C'est pas que je suis rassurée,
C'est que c'est donnant-donnant. Il y a la justification qu'on doit faire pour toutes les activités qu'elle ne peut pas faire. Difficulté de lui interdire beaucoup de choses, mais on le fait. Et pour elle, sa volonté, c'est de faire exactement ce que fait Damien. Donc il y a beaucoup d'autonomie. Et nous, on a vraiment amené l'autonomie de nos enfants graduellement. Et on expliquait d'ailleurs à Damien, ça tu peux pas le faire, mais l'année prochaine, sans doute tu pourras le faire parce qu'on considère que tu auras la maturité. Et Anouk, c'est pareil. Or, Anouk n'a que 13 ans. Elle veut se balader au bois de Vincennes, faire du vélo toute seule. Au bois de Vincennes, tranquille. Je dis, non, tu peux pas. Alors elle me dit, mais j'aurai 2 autres copines. Non plus, qui ont le même âge. Je dis, non, c'était trop jeune encore. On est trop loin, trop loin. Tu peux par contre aller au parc des chats, discuter. On sent qu'on la bride. Mais en même temps, pour nous, c'est une manière de l'éduquer qui est indispensable. Je trouve qu'il saisit pas assez cette liberté qu'on veut lui donner. Par exemple, depuis le 25 juin, il est en vacances, donc il n'y a plus d'école. Je dis, Émile, mais contacte tes potes, allez faire un foot au jardin des plantes, va sortir, machin et tout. Alors, il a fait ça une fois avec ses potes de collège, où ils ont fait un McDo. Bon, ça c'est notre sujet, le McDo. Mais bon, ça m'a fait vachement plaisir. Ils sortent entre potes, ils ont fait un foot, ils sont allés au McDo, ils ont ramené des trucs à emporter, ils ont fait un pique-nique. Bon, c'était super. Et puis là, la semaine dernière, il est sorti avec un ancien pote de son école primaire et ils sont allés dans le 5e arrondissement. Le pote n'avait jamais pris le métro tout seul. Et Émile lui a fait visiter le Panthéon, les arènes de Lutèce, le jardin des plantes et tout. Et il a adoré ce moment. Et j'ai dit à Émile, mais fais ça quand tu veux. T'as un pass Navigo, contacte tes potes et sors, va où tu veux dans Paris. Tu me dis simplement où t'es, prends ton téléphone portable et vas-y, fonce. Mais je trouve qu'il ne saisit pas assez ces espaces de liberté qu'on lui permet. Je pense que l'écran, et encore une fois, il prend trop de temps par rapport à ça. Non, je trouve que les ados sortent pas assez, parce que je dis ça sur Émile, mais je vois tous ses potes en fait à Émile, hein. Que ce soit les voisins dans la cour, ou que ce soit les potes d'Émile de l'école primaire, ou les potes d'Émile du collège. En fait, ils se ressemblent à peu près tous. Ils n'ont pas cette envie de sortir, de se retrouver à 5, à 6, à 8, je sais pas, autour d'un coca, autour d'un paquet de bonbons, j'en sais rien. Ça reste quand même assez exceptionnel quand ils sortent ensemble. C'est très très compliqué. Et dans les moments où tu reproduis, et tu t'entends, où tu te vois, et tu te dis non, mais tu y vas quand même parce que tu sais pas faire autrement par moment. Et ça ressurgit. Le deuxième m'a vraiment pas fait une adolescence, il m'a pas fait souffrir du tout. Par contre, j'étais persuadée qu'il était homosexuel. Et ça, c'est pas tant le fait qu'il soit homosexuel qui me dérangeait, c'est de ne pas être grand-mère. Il n'a jamais claqué la porte, il a jamais découché, hyper sage, trop sage. C'est pour ça que j'ai cru qu'il était homo. D'ailleurs, j'ai dit à son frère, qui est très responsable, je lui ai dit, tu veux pas proposer à Jérémy, donc le deuxième, de lui présenter quelqu'un, c'est pas beau ce que je vais dire, mais je la paye. J'avais besoin de savoir si mon fils était homosexuel ou pas. Et je serais allée loin pour ça, quoi. Trouver le bon équilibre entre ce qu'on est, l'éducation qu'on a, ce qu'on voudrait être, moins rigide par rapport à nous dans l'enfance, dans notre éducation. Et en même temps, on a quand même cette limite-là, puisqu'on est habitué à ça. Et c'est difficile parfois de passer outre ce qu'on ressent. Enfin, tu vois, cette limite même ou parfois qu'on se donne à nous-mêmes et qui est complètement débile, en fait. Les sujets compliqués, c'est la frustration quand ça va pas dans le sens. Je me souviens donc cette histoire de soirée là où on accepte une soirée à la maison avec tous les copains du collège pour la fin de l'année. On est tout à fait d'accord, on trouve ça super chouette. Moi, je trouve ça en tout cas super de pouvoir faire une fête à la maison après 2 ans de confinement. Ça fait la fin de la 3e, c'est mérité, etc. Et puis, c'est demandé. Et puis, quand on donne les règles de la soirée, ça part en conflit. Parce que c'est jamais assez. Une soirée, oui, mais il faut qu'elle se termine à une certaine heure, à 1h du matin, et c'est pas assez parce que ça devrait durer toute la nuit. On devrait laisser la maison toute la nuit et aller dormir à l'hôtel. On devrait accepter qu'il y ait 15 personnes qui dorment à la maison et on est les seuls parents au monde à ne pas faire ça, à ne pas accepter, parce que tous les parents sont évidemment d'accord pour ça, alors que nous, on pensait qu'elle serait juste très heureuse
qu'on lui laisse la maison pour une soirée jusqu'à 1h du matin. Enfin, moi, je le pensais. Et donc, à ce moment-là, en effet, le décalage, l'espèce de déception des deux côtés, en fait. Il y en a une qui, on a l'impression qu'elle nous prend un bras quand on lui a donné une main, quoi. Et nous, moi, de l'autre côté, à ce moment-là, je vis comme un... Enfin, il y a une blessure à ce moment-là, un agacement du fait de ne pas déjà trouver ça super aussi. J'ai l'impression que c'est un enfant, un ado, éternellement frustré, qui n'a jamais assez, qui veut toujours plus. On lui offre ça, 2 mois après, il veut autre chose, il veut encore plus, sans prendre conscience de tout ce qu'il a. Et il est malheureux, enfin, nous, ça nous rend malheureux, parce qu'on le voit, il n'est pas heureux, il est frustré, il a jamais assez. Et puis nous aussi, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? La solution, c'est pas lui offrir ce qu'il demande, parce qu'on sait très bien que même si on lui offre ce qu'il demande, il sera encore frustré peu de temps après. Donc ça aussi, c'est un vrai souci. Quand on a l'impression que c'est permanent et qu'on n'a jamais assez, toujours plus, non mais je suis fatigué de ça, vraiment. Puis c'est un nœud qui date pas d'hier, mais qui s'accentue. Et puis qui s'accentue d'autant plus qu'à l'adolescence, tu compares aussi avec les autres. Un peu plus qu'à l'école primaire. Donc là, au collège, il peut comparer machin à telle tablette, ou telle console, il a tel basket, etc. etc. Et puis, la comparaison va toujours dans le même sens. C'est que tu compares toujours avec ceux qui ont soi-disant plus, jamais avec ceux qui ont moins. Tu les vois pas, ceux-là. Enfin, lui ne les voit pas. La frustration, c'est quelque chose de bon. C'est en ça, la frustration, ça te permet la patience, l'attente. C'est bien parfois aussi de savoir, de prendre conscience de ce qu'on a et d'être heureux avec ce qu'on a. Et c'est pas facile. S'il veut toujours plus, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, tu vois. Avec lui, il me coûte cher. C'est pas qu'il est dépensier, c'est qu'il est... des fois, moi, je peux pas suivre. Par exemple, maman, je viens d'avoir mon permis, tu m'achètes une voiture. Tu peux redescendre sur terre, là? Je lui avais dit, non, t'auras pas un scooter, de toute façon, je te l'assure pas, et sans argent, tu peux rien faire. Et donc, il a dit, c'est pas grave. Je vais m'en acheter un parce que j'ai quelques économies, un truc bien pourri, qui va pas être stable, et en plus, je vais pas l'assurer. Il m'a mis quelque part au pied du mur. La vie de mon fils, elle était en danger. Donc, j'ai pas eu le choix que de lui acheter le scooter et de l'assurer. Parce que j'ai préféré qu'il soit sur un scooter stable, parce qu'autrement, il aurait fait des conneries. Donc, j'ai cédé. Effectivement, c'est plus confortable de ne pas être en conflit avec eux. Je me dis, ils sont responsables, ils font pas de conneries, ils fument pas, ils se droguent pas. Il y a eu le choc quand j'ai appris qu'elle était rentrée bourrée chez son père. Elle s'est tapée la première cuite, elle avait 14 ans. Et là, oui, ça a bardé. Enfin, là, j'ai pété les plombs, quoi. Je me suis dit, c'est pas possible, tu te saoules pas la gueule à 14 ans. Bon, après, quand tu connais l'histoire, c'est tellement ridicule. Sur sa glace, il lui avait mis de la vodka. Ils ne se sont pas rendus compte que quand tu bois jamais de cuillère à soupe de vodka, elle est partie dans le delta, tu vois. En soi, c'était ridicule, mais après, elle a été punie, tu vois. Je lui ai dit, ta première grosse fête, tu n'iras pas. Le problème, c'était la première grosse fête, c'était 1 an après. C'était sa copine qui devait fêter ses 15 ans. Et moi, je lui dis, non, tu ne vas pas à la fête, tu es privée, c'est ta punition quand tu as bu. La mère de sa meilleure copine, c'était une de mes amies qui est venue me taper un scandale à la maison en disant, non, mais tu peux pas priver ma fille de ta fille. Je dis, je te rappelle que c'est ta fille qui a fait boire la mienne, donc comme ça, elles sont punies toutes les deux. 1 an plus tard, mais la punition, elle tombe. Je suis désolée, je lâche rien. Vous avez écouté Parents d'adolescents, paroles et fragments, un podcast réalisé par Sophie Contaxis et produit par Sébastien Ducré.